la musique dans les camps nazis. Partie 2 sur 6. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors justement, comment est-ce qu'on fournissait aux musiciens des instruments? Est-ce que la plupart étaient spoliés? Alors, le cas de Buchenwald où il y a eu une commande, c'est rare, c'est pas unique, mais c'est vraiment rare. Le cas le plus courant, c'était soit de récupérer les instruments avec lesquels les détenus étaient venus, parce que ça peut arriver. Donc, dans ces cas-là, ces instruments étaient mis dans un grand endroit où on amassait les effets. À Auschwitz-Birkenau, c'est l'endroit qui était surnommé le Canada. Et ensuite, on pouvait reprendre les instruments en fonction des recrutements. Les recrutements se faisaient en général, le chef de l'orchestre des détenus passait dans les blocs, souvent pendant la période de quarantaine, et demandait s'il y avait des musiciens. Et les musiciens qui se déclaraient pouvaient passer comme une sorte d'audition pour être intégrés à l'orchestre. Et à ce moment-là, on sortait un instrument. On sortait un instrument de cet entrepôt. L'autre solution, c'était à partir de 1938, toujours justement quand ces orchestres se sont développés et pour éviter aussi des frais, les commandants ont très régulièrement autorisé les détenus à se faire envoyer leur instrument par leur famille. Il y avait, dans les camps de concentration, il y avait une correspondance qui pouvait être autorisée. Les détenus avaient le droit d'écrire à leur famille. Évidemment, c'était du courrier contrôlé, hein. Mais on expose justement une lettre originale envoyée par un détenu qui demande à sa femme de lui envoyer son corps avec la housse de l'instrument. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas du tout. Enfin, on Voilà. apprend, hein. Et c'est des choses que même moi, j'ai mis du temps à mettre. Alors, j'ai mis du temps à trouver. J'avais lu ces témoignages, mais vous verrez que l'exposition, en fait, tout est prouvé. Je ne voulais pas dire des choses qui Bien n'auraient sûr. pas été prouvées, parce que dans les témoignages, notamment, moi, je lis avant tout les témoignages jusqu'aux années 50, parce qu'après, la mémoire, quand même, commence à défaillir un peu. Mais j'avais lu ça dans les témoignages, et c'est en cherchant dans les archives les fiches signalétiques de tous les musiciens de l'orchestre, notamment de Buchenwald, que j'ai vu dans leur liste des effets personnels. Au dos de cette fiche, il y a toujours les objets ou les instruments qui ont été reçus dans le camp. Il y a toujours une partie où on voit ce que la personne a pu récupérer dans le camp. Ça peut être aussi des objets, leur montre personnelle, des vêtements en fonction de leur fonction occupée. Et justement, c'est là que j'ai vu, il y en avait qui récupéraient leur accordéon. C'est aussi ce que j'expose dans la première salle, une fiche d'effet d'un détenu qui était homosexuel, donc avec un triangle rose dans le camp de Buchenwald. Ce détenu, c'était un marchand de musique. Et on voit au dos de sa fiche signalétique qu'il a pu se faire envoyer dans le camp beaucoup d'instruments de son magasin. Et c'est même indiqué que ces instruments ont été envoyés à Dora. Donc ça a équipé le camp annexe de Dora. C'est comme ça en fait qu'on voit, c'est en regardant toutes ces fiches. Ça prend énormément de temps, mais c'est passionnant en fait de retracer le trajet de ces instruments. Après, il y a un cas très extrême, c'est le cas de la fabrication des instruments dans les camps. J'ai lu des témoignages qui disaient qu'à Mauthausen, il y avait eu un violoncelle et plusieurs guitares construites qu'on n'a pas retrouvées. L'instrument qui existe aujourd'hui, c'est la contrebasse qui a été fabriquée dans le camp par plusieurs détenus, dont un qui était luthier. Et on le sait de source sûre, puisque quand le mémorial de Térésine a restauré l'instrument, ils l'ont ouvert, ils l'ont mis en pièces et ils ont trouvé à l'intérieur de la contrebasse cette inscription manuscrite signée qui dit à quel moment l'instrument a été construit, et elle est signée justement par le luthier. C'est absolument incroyable. La question que je vais poser là est peut-être horrible, mais j'imagine malheureusement qu'il y a eu un turnover important dans les membres des orchestres, évidemment. Voilà, il y avait du turnover, et d'ailleurs à Buchenwald, c'est ce qu'on voit quand le chef d'orchestre signe le reçu de son violon qui s'est fait envoyer par sa femme. Il marque que le violon restera la propriété de l'orchestre. Donc si les musiciens étaient transférés ailleurs ou s'ils décédaient, évidemment, ils n'avaient aucun droit de propriété sur leur instrument. Mais malgré tout, là, il y a une trompette qui est exposée, qui vient du camp de Natzweiler-Struthof, mais qui avait été emmenée par le déporté avec lui quand il est parti pour Dachau, et ce qui lui a priori permis d'intégrer l'orchestre du camp de Dachau. Donc c'était aussi possible. Et effectivement, je l'ai vu sur plusieurs fiches d'effets personnels, notamment des personnes transférées du camp d'Auschwitz I vers un autre camp, et on voit qu'ils se sont fait envoyer par la suite, depuis Auschwitz, des instruments comme des corps. Dachau, c'est Dachau en français. Voilà. Hein, on est d'accord.
Alors, je me demandais en termes d'archives, comment est-ce que vous avez procédé? Où est-ce que vous êtes allé à la source pour, par exemple, ces fameuses fiches de recensement des musiciens? Les fiches de recensement, je les ai trouvées sur une base de données qui s'appelle ITS. C'est un service des archives basé à Bad Arolsen, en Allemagne, qui est accessible en ligne pour une grande partie. C'est un outil vraiment très, très utile pour les familles de survivants. En fait, c'est comme ça que ça a été conçu. C'était pour les personnes qui voulaient demander des réparations financières après la guerre. Donc, ce sont des archives compilées par la Croix-Rouge avec tout ce qui a été saisi à la libération des camps. Ça, on peut le consulter en ligne, mais moi, je l'ai consulté, la version vraiment exhaustive, depuis le mémorial, le musée de l'Holocauste de Washington, D.C., puisque j'ai bénéficié il y a quelques années d'une bourse de 8 mois pour aller travailler dans les archives. Donc, j'ai passé plusieurs mois à chercher en fait la trace de toutes ces personnes des orchestres. Dès que je trouvais un nom de musicien, en fait, je cherchais sa fiche signalétique, j'essayais de voir dans quel bloc il logeait. Après, je regardais la liste des personnes qui étaient dans son bloc et j'essayais de trouver qui aurait pu être musicien, regarder les fiches signalétiques. Bon, c'est des mois de recherche, c'est vraiment absolument passionnant et c'est grâce à ça que j'ai trouvé des choses incroyables auxquelles je ne m'attendais pas, comme ces fiches signalétiques, ces courriers, les récépissés de cette personne qui retire donc ce qu'on lui a envoyé, parmi lesquels il y a des partitions de Mozart, de Beethoven, de Smetana. Donc ça permet aussi de voir le répertoire qui était joué dans les camps. Alors, un des témoignages qui m'a peut-être le plus ému, c'est celui du violoniste Alex Brown, qui parle donc de tout un processus d'audition qu'il a été passé dans une baraque. Est-ce que vous pourriez un peu nous en parler? Ouais, ça c'est vraiment on va dire le témoignage le plus marquant pour tous les visiteurs et les visiteuses de l'expo. Je le trouvais très intéressant, même si, bon, il date des années 70, hein, mais il a écrit sur cette expérience peu de temps après la guerre, donc Shawnee Alex Brown, qui était un musicien, qui raconte quelque chose qui pouvait avoir lieu, qui était pas vraiment répandu, mais en fait, il raconte un épisode de sadisme vraiment lié à la musique. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet écran, il y a 3 vidéos de témoignages qui parlent du recrutement dans les orchestres. Le deuxième, c'est une femme qui a été recrutée dans l'orchestre des femmes du camp d'Auschwitz-Birkenau. Et elle raconte qu'elle a joué la chaconne de Bach et que, grâce à ça, elle a été recrutée. Et Shawnee Alex Brown, lui, il raconte un événement où, en pleine nuit, un SS avait envie de se distraire, vient dans un bloc, demande des musiciens, demande qui est violoniste. Ils sont 3 à se présenter. Et voilà, ils doivent jouer pour savoir s'ils pourront jouer pour le SS, évidemment, en contrepartie de cigarettes, rations alimentaires, etc. Et le premier joue la chaconne de Bach. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un SS, on va dire, pas haut gradé. Et en fait, la musique lui plaît pas du tout. Et donc, il fait la grimace. Et il y a un capot derrière, donc un détenu, détenu avec des privilèges, qui fracasse le crâne du violoniste qui était en train de jouer cette chaconne. Et Shawnee Alex Brown assiste à ça, puisque lui, il est le 3e. Le 2e est en état de panique totale, n'arrive pas à jouer et donc se fait étouffer par strangulation. Et lui, il est pétrifié, sait plus quoi jouer. Et tout d'un coup, sans réfléchir, il joue le Beau Danube bleu. Et là, le SS, c'est une musique beaucoup plus populaire. Ça lui plaît, il commence à dodeliner la tête. Et donc, le capot demande ce qu'il faut faire et il lui dit non, celui-là, on va le laisser vivre. Et c'est vrai que c'est un témoignage que je trouve intéressant parce que ça montre finalement comment la musique peut sauver la vie ou pas. Et puis, ça montre beaucoup de choses sur les goûts musicaux des SS. Il y avait toute une hiérarchie entre SS. Donc, il y a aussi des enjeux dans les répertoires qui sont joués. Les hauts gradés comme Mengele, Kramer demandent la rêverie de Schumann. Les SS moins gradés demandent du jazz ou de la musique de divertissement. Et puis, ça montre finalement comment la musique peut, malgré elle, être à l'origine d'un déchaînement de violence. C'est bien sûr pas un recrutement là pour un orchestre, mais c'est vraiment un témoignage que je trouvais très très important. L'émission 5000 ans d'histoire est désormais accessible gratuitement, divisée en 6 parties, du vendredi au mercredi. En vous abonnant pour 2 € par mois, le prix d'un café, vous avez accès à l'émission et aux plus de 300 autres, en entier, en exclusivité et surtout sans pub. Le lien est dans la description.